J'avais proposé de parler de la laïcité républicaine à partir d'une liste de personnalités dont Lucie Ray vient de rappeler les noms. Et en réalité, j'ai changé un nom, j'ai enlevé Bourneville et j'ai légèrement introduit Marcellin Berthelot. Alors, je vous dis pourquoi j'avais inséré Bourneville, que personne parmi vous ne doit connaître, j'imagine. Si. Je pense déjà, il n'est pas très connu des historiens, alors je pense a posteriori des philosophes, ça doit être encore pire. Bourneville est un député, enfin conseiller municipal et député de la Seine, libre penseur et franc-maçon, et d'une part qui était un médecin, un des principaux disciples de Charcot. Il a identifié une des formes de sclérose, la sclérose de Bourneville, mais c'est pas à ce titre-là qu'il m'intéresse. Il m'intéresse parce qu'il a été le grand laïcisateur des hôpitaux de l'assistance publique de la Seine, pour des raisons à la fois idéologiques, militantes, et on peut dire que ce n'est pas non plus sans intérêt d'ordre médical dans son esprit. Et si j'avais proposé le nom de Bourneville, c'était pour bien montrer que la laïcité ne concerne pas seulement les deux domaines dont on parle le plus souvent. En général, dans les travaux sur la laïcité en France, on parle 1 de l'école, 2 de l'État, avec la loi de séparation des églises et de l'État. Or, la laïcité est beaucoup plus vaste et concerne bien d'autres secteurs de la vie politique et sociétale en France, à commencer d'ailleurs par l'état civil dès 1792, mais la laïcité ou la laïcisation des institutions a aussi touché les hôpitaux et la justice également, par la laïcisation des salles de tribunaux, des salles de cour d'assises, de tribunaux correctionnels, et aussi par la laïcisation du serment, dont l'histoire est tout à fait passionnante. Donc je voulais montrer que la laïcité, c'est pas seulement l'école, et c'est pas seulement la séparation des églises et de l'État. Et puis tout le discours qui a ressurgi autour de l'école depuis ce qui s'est passé au 7, 8, 9 janvier, et tout ce qui est en train de se mettre en place actuellement, que faire au niveau de l'école pour réintroduire les valeurs républicaines, on reparle d'une éducation civique et morale, etc. Je me suis dit, dans le fond, je vais rester centrée sur l'école. Alors, j'ai chassé Bourneville et j'ai introduit un petit peu Marcellin Berthelot, que vous connaissez peut-être comme chimiste, mais qui n'était pas que chimiste. Alors, si je reprends donc les noms que j'ai gardés, j'ai Jules Ferry, Paul Bert, Ferdinand Buisson, Émile Combes, Jean Jaurès et Marcellin Berthelot. Donc, vous voyez que ces gens, chronologiquement, se tiennent dans une période, dans leur période d'action laïcisatrice, je veux dire, se tiennent dans un temps relativement bref, qui va de la fin des années 1870, c'est-à-dire la période que l'on appelle le triomphe de la République aux Républicains. La Troisième République existe depuis 1870, mais elle ne devient vraiment républicaine que lorsque le président MacMahon est plus ou moins obligé de démissionner et que Jules Grévy est élu président de la République en 1879. Bon, cette date est précédée de quelques victoires électorales, on va dire 77, 79, quelque chose comme ça, et donc jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc ces gens dont je parle ont tous eu un rôle majeur à jouer dans l'histoire de l'école, et notamment dans le sujet dont je vais vous parler le plus, à savoir l'éducation morale à l'école, la morale à l'école. Donc ils ont joué un rôle soit comme ministre de l'instruction publique, soit
comme une personnalité ayant eu à voir avec l'école, je détaille. Jules Ferry a été ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts à 3 reprises, 79, 81, 82, l'année 82, janvier, août, et puis de février 83 à novembre 83. Alors, Jules Ferry n'est pas un libre penseur institutionnellement parlant, donc libre penseur dans sa tête certainement, mais il n'est pas un libre penseur institutionnel, et par ailleurs, il est franc-maçon, ayant été initié en 1875, en même temps que Littré et qu'un troisième personnage au moins connu, Honoré-Joseph Chavet, à la loge La Clémente Amitié, mais il n'a pas été un maçon par ailleurs très actif. Paul Bert, qui était un savant, un physiologiste, qui a été le principal disciple de Claude Bernard avant que la politique ne l'arrache à ses activités scientifiques, a été ministre de l'Instruction publique et des cultes peu de temps parce qu'il faisait partie de ce qu'on a appelé le grand ministère, c'est-à-dire le ministère Gambetta, qui est tombé assez vite. Donc il était ministre de l'Instruction publique. À cette époque, les cultes étaient rattachés à ce ministère, donc de novembre 81 à janvier 82. Donc vous voyez, une très brève période, et il n'a pas pu mettre en œuvre tout ce qu'il avait prévu, projeté au niveau de l'instruction publique et des réformes. Néanmoins, c'est grâce à lui qu'ont été créées les écoles normales de filles. Mais il n'était pas ministre, c'est sur la base d'un des textes qu'il avait proposé, mais pas une époque où il était ministre, c'est antérieur. Alors lui est un libre penseur institutionnel, il était membre d'une société libre penseuse qui s'appelait l'Union démocratique de propagande anti-cléricale. Pas d'appartenance maçonnique pour lui. Ferdinand Buisson, que tout le monde connaît, je pense, pour ses écrits sur la morale, dont Laurence Lefel et Pierre Kahn ont beaucoup parlé dans leurs travaux. Il est connu à cause de son dictionnaire de pédagogie, première édition 87 et nouveau dictionnaire de pédagogie et de l'enseignement primaire, deuxième édition 1911. Alors lui, son rôle à l'instruction publique a été fondamental quand il a été le collaborateur direct de Jules Ferry, qu'il avait nommé comme directeur de l'enseignement primaire, fonction qu'il a occupée de 1879 à 1896, donc pendant une période longue. Et puis en 1896, il est nommé sur la chaire de pédagogie de la Sorbonne. Alors lui, c'est aussi un libre penseur institutionnel. Il a même été, c'est important hein, pour la laïcisation de la morale de penser à ses appartenances institutionnelles. Il a été le premier président de la plus grande association de libre-pensée qui ait jamais existé en France, l'Association nationale des libre-penseurs de France, qui avait été fondée en 1902. Par ailleurs, plus tard, il a été président de la Ligue de l'enseignement. Bon, il a eu beaucoup d'étiquettes, beaucoup de casquettes, et vous le connaissez certainement comme rapporteur du projet de loi sur la séparation, étant entendu par ailleurs que le nom du président j'ai dit rapporteur, excusez-moi, c'est président de la commission sur la séparation des églises et de l'État, dont Aristide Briand était le rapporteur, mais lui, il avait été rapporteur du projet de loi sur l'enseignement congréganiste, qui a donné naissance à la grande loi du 7 juillet 1904. Émile Combes, lui aussi, qui est bien connu comme président du Conseil de juin 1903 à janvier 1905, lui aussi a été ministre de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes, hein, les attributions de ministère varient, et il raconte d'ailleurs dans un ouvrage qui s'appelle Une campagne laïque que c'est vraiment à son grand regret qu'il a été ministre des cultes en même temps que de l'instruction publique et des beaux-arts,
parce que les cultes venaient d'être enlevés à l'intérieur pour être attachés à ce ministère, mais il aurait préféré s'en passer. Alors, pas d'appartenance institutionnelle libre penseuse pour Émile Combes. En revanche, lui aussi était franc-maçon, à la loge Tolérance et Étoile de Saintonge. Il avait été initié en 1896. Jean Jaurès non seulement n'a pas été ministre de l'Instruction publique, mais n'a jamais été ministre tout court. Il n'a jamais été plus que député, si je puis dire, mais son intérêt pour tout ce qui touchait à l'école était très grand. Lors de son premier mandat législatif, entre 85 et 89, il est intervenu, alors non pas pour les histoires de pédagogie ou de morale, mais pour défendre le droit des communes à organiser leur enseignement primaire. Ça prouve son intérêt pour l'école. Quand il a été conseiller municipal et adjoint au maire à Toulouse, il avait en charge ce qui concernait l'école. Vous savez, ne serait-ce que par le discours à la jeunesse, qu'il a prononcé un certain nombre de discours de prix, qu'il s'est adressé à des enfants, à des adolescents, et enfin, il était un collaborateur de la revue de l'enseignement primaire et de l'enseignement primaire supérieur, et dans ses autres journaux, ou dans les autres journaux dans lesquels il a écrit, car Jean Jaurès a été un immense journaliste. Il a laissé donc un certain nombre d'articles relatifs à la vie de l'école. Et enfin, Marcellin Berthelot, grand chimiste, panthéonisé en 1907, premier président d'honneur de l'association nationale des libres penseurs de France en 1902. Lui aussi a été ministre de l'Instruction publique en 86-87. Voilà donc un petit groupe de gens qui ont tous eu à voir avec la vie de l'école et qui ont exercé des charges officielles ou ont eu à leur disposition une tribune leur permettant d'intervenir pour agir sur l'institution scolaire. Donc je me suis ici intéressée essentiellement à ce qui concernait l'éducation morale à l'école, parce que c'est un sujet qui s'est trouvé au goût du jour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à cause des récents événements, et que c'est intéressant de croiser les regards à environ 100-120 ans de distance. Alors, ce propos, qui n'est pas totalement organisé, je dois vous le confier, est centré autour de quelques thèmes que je vais voir successivement avec vous. Alors, tout d'abord, une morale universelle distincte de la religion, c'est mon premier point. Un deuxième point, bâtir une société purement humaine. Deuxième point. Troisième point, la religion a-t-elle sa place dans la société pour ces gens qui veulent intervenir sur l'éducation morale? Et quatrième point, inventer ou non une nouvelle spiritualité. Donc, sur ces différentes thématiques, je vais vous apporter l'éclairage tiré des écrits des personnes que je vous ai présentées. Alors, rechercher et mettre en place à l'école une morale distincte de la religion, ça ne concerne pas que les 6 personnes là dont je vous ai parlé. C'est un sujet qui est débattu depuis plusieurs décennies dans le 19e siècle. Il y a eu un journal, nous en parlions à midi, le journal La Morale Indépendante de Frédéric Massol. L'idée qu'il n'y a pas besoin de religion pour fonder une morale, et l'idée même, on va plus loin, qu'une morale qui n'est pas fondée sur une religion est supérieure
en termes d'éthique est supérieure à une morale fondée sur la religion, c'est une idée qui court tout au long de diverses œuvres philosophiques, idéologiques, de journaux, depuis déjà plusieurs décennies avant 1880. Ce qui est intéressant avec ces gens dont je parle, c'est qu'ils veulent en faire la base de la morale à l'école. Hein. Et donc cela accompagne la laïcisation de l'école qui par ailleurs a été introduite par la loi du 28 mars 1882, laïcisation des programmes. Le mot de laïcité ne figurant absolument pas dans le texte de la loi par ailleurs, et la loi du 30 octobre 1886 qui laïcise les personnels, les locaux étant laïcisés sur la base de circulaires et non pas de textes issus du législatif ou d'un exécutif plus élevé sous forme de décret. Alors, je vous lis quelques extraits de ces différentes personnalités. Alors, Paul Bert, qui prononce le 21 août 1881 une conférence intitulée « L'instruction religieuse dans l'école », parle de la morale et dit qu'il s'agit d'une morale universelle, que cette morale universelle, elle est toujours identique au milieu des variations innombrables que lui imposent les temps, les lieux, les races. Celle-ci est éternelle et non suspendue à telle ou telle croyance religieuse parce qu'elle pousse ses racines au fond de la conscience humaine. Ça aussi, ça sera une question qui sera discutée. C'est un petit peu comme l'idée de Dieu qui repose dans l'esprit de tous les humains dont on parlait ce matin. Est-ce qu'il y a une idée de morale universelle qu'on peut trouver identique chez tous les hommes? Alors, non seulement Paul Bert dit il y a une morale universelle, donc distincte de telle ou telle croyance religieuse, mais en outre, il poursuit les religions n'ont pas qualité pour parler de morale, car elles reposent sur des bases fausses, sur des hypothèses injustifiables, sur des conceptions erronées de la nature de l'homme, de son rôle dans la société et dans le monde physique, et lorsqu'il arrive qu'elles parlent juste en matière de morale, c'est parce qu'elles ont emprunté les sublimes et éternels préceptes à la conscience universelle de tous les temps et de tous les peuples. Donc là, c'est aussi une idée qu'on retrouve chez un certain nombre d'autres auteurs, c'est-à-dire que s'il y a du religieux il ne faut pas se tromper de sens, ce n'est pas la morale qui emprunte à la religion, c'est la religion qui peut éventuellement emprunter à la morale. Et quand la religion tombe juste en matière de morale, c'est parce qu'elle est allée extraire quelque chose de cette morale universelle dont il est question. Alors, on va trouver chez Jules Ferry des propos qui peuvent être comparés. Il adresse au vénérable, c'est une lettre écrite au vénérable de la loge La Clémente Amitié, Charles Cousin, avant son initiation, et il lui écrit que la morale religieuse est insuffisante pour deux raisons principales, et la première, c'est que la base est vermoulue parce qu'elle est liée intérieurement à des illusions théologiques qui n'ont plus cours. Et on passe quelques années, on arrive à la célèbre lettre de Jules Ferry aux instituteurs en 1883, lettre dans laquelle il présente la morale qui doit être enseignée aux enfants comme la sagesse du genre humain. Il dit « C'est une de ces idées d'ordre universel que plusieurs siècles de civilisation ont fait entrer dans le patrimoine de l'humanité. » Alors, on a là des choses qui sont relativement banales, hein. Je vous l'ai dit, chez tous ces gens, je vous les montre chez tous ces gens qui ont joué un rôle dans l'histoire de l'école, mais c'est vraiment des choses très banales. Ici, je vous lis un extrait d'un catéchisme populaire républicain
publié en 1872, et ce petit catéchisme populaire républicain, il n'est pas de n'importe qui, puisqu'il a été rédigé par le comte de Lille, et on lit, question, la loi morale n'a-t-elle donc pas été révélée et enseignée à l'homme par les religions? Réponse, non, car les religions, uniquement fondées sur les dogmes, conceptions abstraites de l'esprit, n'ont rien de commun avec la loi morale, qui est inhérente à la nature propre de l'homme et qui, conséquemment, n'a jamais pu lui être antérieure ni étrangère. Mais des textes de ce genre, on peut en extraire par dizaines d'un certain nombre d'écrits. Alors, je continue de citer des extraits donc de ces gens intéressants pour l'histoire de l'école, et j'en arrive à Jean Jaurès, pas le Jean Jaurès déjà très connu des années 1900, pas le Jaurès socialiste, pacifiste, internationaliste, etc., mais le Jaurès, journaliste de la Dépêche. Ici, il s'agit d'un article de 1888, je crois, j'ai oublié de le noter. Donc, lui aussi, il va présenter la morale laïque comme indépendante de toute croyance religieuse, et il dit elle ne peut être fondée que sur la pure idée du devoir. C'est pourquoi elle est d'ailleurs, j'aurai l'occasion d'y revenir, c'est d'ailleurs pourquoi elle est supérieure à une morale religieuse, parce qu'elle ne repose que sur l'idée du devoir. Et il dit voilà, cette morale fondée uniquement sur l'idée du devoir, elle existe, nous n'avons point à la créer, seulement lui, il ne va pas se référer, et alors il faudrait voir s'il existe des textes de lui qui disent cela, il ne va pas se référer à une morale universelle qui remonterait à l'aube de l'humanité, mais il la présente comme une doctrine philosophique devenue depuis la Révolution française une réalité historique, un fait social. Et lui, comme un certain nombre d'autres auteurs d'ailleurs, va se référer notamment à Condorcet, bien évidemment. Alors, on a un autre exemple assez intéressant avec Émile Combes. Alors là, je vous lis, je vous donne un extrait d'un discours tenu à la Chambre le 4 février 1903, mais qui est une réponse à un autre discours qu'il a tenu lui-même quelques jours antérieurement, le 26 janvier. Donc ça peut paraître bizarre que je vous lise le texte le plus tardif, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Il a dit des choses à la Chambre le 26 janvier qui ont fortement déplu à toute la gauche et à l'extrême gauche par rapport à la morale qui est enseignée à l'école, et le 4 février, il revient sur ses propos pour dire « j'ai été mal compris, voilà ce que je pense fondamentalement et véritablement de la morale que l'on enseigne à l'école ». Et il dit ceci: « Jamais je n'ai pensé ni dit que cette morale ne portait pas elle-même sa raison d'être et sa sanction. » Donc là encore, on a l'idée d'une morale qui se suffit à elle-même. Elle ne repose pas, elle n'a pas besoin d'une sanction extérieure venant d'une autorité ecclésiastique ou a fortiori de l'autorité divine. Jamais je n'ai pensé ni dit qu'elle avait besoin de s'appuyer sur un dogme. Je vous défie de trouver une parole ou une ligne de moi qui soit en contradiction avec le fait que j'avance. J'ai toujours dit le contraire. Il continue: je n'ai jamais cessé d'avoir foi dans cette instruction pour former l'intelligence de nos enfants et pour inculquer à leur âme les principes d'une morale d'autant plus solide qu'elle est indépendante de tout dogme. Ça, c'est une idée qui est vraiment martelée. Une idée morale, une obligation morale qui ne repose pas sur un dogme et qui n'a pas besoin d'une sanction extérieure est une morale plus solide qu'une autre. Non seulement elle est plus solide, mais encore elle est plus noble, parce que, dit Combes, elle est dérivée uniquement des idées éternelles et nécessaires de justice, de devoir et de droit. Donc là encore, une universalité et l'éternité. Voyons du côté de Ferdinand Buisson maintenant. Alors là, je vous lis Ferdinand Buisson répondant à Combes, non pas Combes ayant parlé le 4 février, mais Combes ayant parlé le 26 janvier, tenant ses propos
ayant mécontenté la gauche et l'extrême gauche, dont je vous rendrai compte tout à l'heure. Alors Ferdinand Buisson donc parle le 26 janvier pour répondre à Émile Combes. Il est absolument fou furieux de ce qu'il vient d'entendre. Et il cite Condorcet, il cite Quinet, et il explique qu'il n'a jamais cru qu'une éducation morale normale et complète avait besoin de recevoir une sanction religieuse, et il dit que la démocratie est arrivée à un stade suffisamment avancé, que la démocratie est maintenant adulte et consciente, qu'elle veut s'instruire et se conduire toute seule, là encore, l'autonomie de la morale par rapport à la religion, mais que néanmoins, dit-il, c'est un autre point intéressant, enfin on ajoute ici un point intéressant, mais Ferry, à dire vrai, le disait déjà, cette morale autonome, qui n'a pas besoin de dogme, qui n'a pas besoin de sanctions extérieures, a conservé tout ce qu'il y avait de précieux dans les religions du passé. C'est-à-dire que ce qu'il pouvait y avoir de bon dans les religions, cette morale religieuse le conserve. Alors il parle bien sûr, il a mis dans les deux dictionnaires de pédagogie un article moral, mais je n'ai lu que celui du nouveau dictionnaire de pédagogie de 1911, je n'ai pas lu l'article de 1887. Donc dans cet article moral du nouveau dictionnaire de pédagogie, il explique qu'une morale laïque est possible, et il demande ce qu'il faut entendre par éducation morale. Eh bien, il explique que c'est une idée qui se constitue indépendamment, alors lui dit non seulement des idées religieuses, mais aussi des idées métaphysiques et aussi des idées scientifiques. Et là, il se démarque de gens comme Berthelot, par exemple, qui ont voulu fonder la morale sur la science. Berthelot a publié en 1896 un livre intitulé « Science et morale », qui contient un certain nombre de discours ou d'allocutions qu'il a prononcés antérieurement. Et après l'avant-propos, figure un premier texte qui ne porte aucune référence, donc, qui s'appelle « Science et morale », comme le titre du livre. Donc, comme il n'y a pas marqué « discours, prononcez-le à tel endroit », je pense que ce texte « Science et morale » a été écrit spécifiquement pour le livre. Et précisément, Berthelot, là, dans ce livre, fonde la morale sur la science. Ferdinand Buisson dit non, la morale, elle doit vraiment être indépendante et autonome. Et si on peut établir un lien logique entre morale et science, c'est parce qu'on peut éventuellement songer à fonder la morale sur la science des faits sociaux, ce qui n'est pas la science d'ailleurs dont parlait Berthelot. Donc, mais cette science cette morale qui se rapporterait à la science des faits sociaux ne retient pas Ferdinand Buisson pour l'enseignement moral à l'école, parce que il dit, au point de vue scolaire qui nous occupe, et comme enseignement pratique de la morale à tous les enfants de la nation, il faut renoncer à attendre l'achèvement de cette construction définitive d'une science sociologique pour donner à la culture morale usuelle nécessaire, une culture morale usuelle nécessaire à tous. Donc, il s'interroge sur la manière de créer une éducation morale purement laïque, qui n'empruntera, dit-il, sa force, son prestige, son autorité, à aucune considération étrangère, à l'idée morale pure et simple. Vous voyez, on retombe encore sur une idée morale pure et simple qui est parfaitement isolé de toutes autres considérations, et il explique que la pédagogie républicaine française doit être fondée sur la recherche d'une morale, donc qui empruntera sa force et son prestige, etc., ce que je viens de vous dire. Donc, une fois que l'on a isolé cette morale d'autres considérations, la question qui se pose est donc de savoir si on va bâtir une société purement humaine, indépendamment, si on peut bâtir une société humaine indépendamment de toute idée religieuse, point qui sera complété par
la religion a-t-elle sa place dans la société? On peut bâtir une société humaine, mais néanmoins réserver une place à la religion. Donc on verra ce que cela donne. Alors bien sûr, là encore, bâtir une société purement humaine renvoie à des problématiques récurrentes tout au long du XIXe siècle, et on peut penser à des références qu'on tienne. Par exemple, Auguste Comte, ici je vous cite un texte d'Auguste Comte, donc cours de philosophie politique, 4e édition, tome 6e, contenant le complément de la philosophie sociale et les conclusions générales. Donc Comte écrit ici: quand une véritable éducation aura convenablement familiarisé les esprits modernes avec les notions de solidarité et de perpétuité que suggère spontanément en tant de cas la contemplation positive de l'évolution sociale, on sentira profondément l'intime supériorité morale d'une philosophie qui rattache directement chacun de nous à l'existence totale de l'humanité envisagée dans l'ensemble des temps et des lieux. Et il oppose ceci à la religion qui ne reconnaît que des individus passagèrement réunis, absorbés par une destination purement personnelle. Donc, cette idée qu'on tienne est relativement répandue. On peut la trouver, là encore je vous donne quelques autres exemples venus d'autres textes. Alors, par exemple, je vous cite un autre philosophe, Gabriel Séhaï, qui lui aussi était membre de l'Association nationale des libres penseurs de France, qui publie en 1903 un ouvrage intitulé « Les affirmations de la conscience moderne ». Donc il écrit des lignes extrêmement sévères contre les saints du christianisme primitif, notamment contre les anachorètes des déserts de Syrie, d'Égypte, etc. Et il écrit ceci: « Nous sommes assurés qu'il n'y a pas de vie morale en dehors du travail dans la cité des hommes. Quiconque se soustrait à la vie sociale prépare, qu'il le sache ou non, la régression vers la bestialité, s'excommunie de ce qui fait l'homme humain en sortant de l'humanité même. » Et il stigmatise le saint qui se retire de la cité des hommes, uniquement préoccupé de son salut qui est affaire entre lui et Dieu, et ne sacrifie qu'à lui-même. Donc on a cette idée exprimée là encore dans maints textes que la société, qu'on est moral si on contribue à bâtir la société humaine, et que si on s'occupe de ses affaires personnelles intérieures prioritairement, on perd de son humanité, que l'humanité ne peut se déployer qu'en communion, qu'en solidarité avec autrui. Alors cette idée, on va la retrouver chez certains des hommes donc, sur lesquels je m'appuie essentiellement pour le moment. Et là, je vous cite, dans un premier temps, non pas Paul Bert lui-même, lors de sa conférence de 1881, mais l'homme qui a introduit sa conférence, qui était une figure tout à fait de premier plan de l'époque et qui était un grand ami de Paul Bert, Gambetta. Alors, Gambetta introduit la conférence de Paul Bert, qui se place sous son patronage, dit, et en disant ceci: « Ce mot sublime de religion ne veut pas dire autre chose, en effet, que lien qui rattache l'homme à l'homme. » Voyez, donc Gambetta ramène la religion sur la terre comme un lien, non pas entre l'homme et Dieu, mais comme un lien entre les hommes, ce qui est une des étymologies possibles, il y en a plusieurs, du mot religion. Et il continue: « C'est pour un acte de cette religion que nous sommes ici tous rassemblés dans un esprit de solidarité commune », le terme de solidarité qui sera surtout popularisé dans les années 90 par Léon Bourgeois, mais qui est antérieur, qui a déjà été très utilisé, le mot n'est pas très bien choisi, en 1848, et qui est de premier plan
dans l'histoire de la maçonnerie. Donc c'est intéressant de le retrouver ici pour la construction d'une société humaine. Et sa conclusion est celle-ci. Nous venons apporter, vous, votre bol. En effet, il y a une quête à la fin de la conférence. Nous, notre parole, à cette communion. Vous voyez, on a encore le mot communion. Donc, pour réaliser une société que l'on peut et doit nommer les Pâques républicaines de la démocratie. Donc, l'expression, là, est vraiment très, très forte. Les Pâques républicaines de la démocratie. Alors, je cherche cette idée de construction d'une société humaine chez Jules Ferry. C'est encore dans la lettre de 1875 envoyée au vénérable de la Clémente Amitié, où il écrit ceci. La théorie morale du positif, il dit qu'il se rattache donc aux ouvrages d'Auguste Comte, et il le dit, la théorie morale du positivisme est essentiellement la substitution de l'amour de l'humanité à l'amour de Dieu, donc vous voyez, la même idée. La préoccupation du salut personnel est en soi antisociale, elle aboutit à l'idéal monastique, elle n'engendre plus dans une certaine partie de la société que l'indifférence ou l'aversion pour les devoirs de la vie publique. Et enfin, Émile Combes, et donc j'en arrive à ces fameux propos du 26 janvier 1903 qui ont amené une sorte de correction le 4 février et qui avaient provoqué ces propos qui avaient provoqué tant de colère à la Chambre. Émile Combes n'arrivait plus à parler, il était constamment interrompu, interruption à gauche et à l'extrême gauche, mouvements divers, applaudissements au centre et à droite, donc voir Émile Combes applaudir du côté de la droite, c'était quelque chose d'assez étonnant. Et d'ailleurs, le 4 février, Émile Combes Ribot dira qu'il avait eu l'occasion assez exceptionnelle d'applaudir Combes, ce qui fera rire toute la Chambre. Alors, voici ce qu'il avait dit le 26 janvier. Pour ma part, je me fais... Donc là, on est justement dans une idée contraire de ce que je viens d'énoncer sur la construction de la société humaine grâce à une morale sociale autonome, non religieuse. Précisément, là, Combes dit le 26 janvier, des propos contraires, donc c'est intéressant pour la discussion. Voici ce qu'il dit. Pour ma part, je me fais difficilement à l'idée d'une société, la société contemporaine, composée de philosophes semblables à M. Allard. Alors, quand il parle de M. Allard, il s'agit de Maurice Allard, qui est un socialiste d'un anticléricalisme qu'on n'imagine même plus tellement il est violent. Et Allard venait de proposer, mais c'était quelque chose de rituel depuis des années, on était en train de voter le budget des cultes, et depuis des années et des années, annuellement, au moment du budget des cultes, il y avait un anticlérical qui déposait une proposition de loi ou un amendement pour que l'on ne vote pas le budget des cultes. Et ce qui aurait posé un problème par rapport au concordat, bien évidemment. Et c'est en réponse à cette proposition d'Allard que Combes tient ce discours que je suis en train de vous lire. Allard n'était absolument pas philosophe, je ne sais plus ce qu'il était professionnellement d'ailleurs, mais enfin c'était pas du tout un philosophe, et Combes se moque un peu de lui en disant des philosophes comparables à Monsieur Allard. J'aspire comme vous tous du côté de cette chambre, dit-il en montrant la gauche, à l'époque que je voudrais prochaine, que je voudrais même immédiate, mais que la constatation de l'état présent m'oblige à journer à quelque temps, où la libre pensée appuyée sur la doctrine de la raison pourra suffire à conduire les hommes dans la pratique de la vie. Voilà. Il dit, théoriquement, en théorie, je suis avec vous tous. J'aimerais qu'on puisse construire une société où la raison, une morale fondée sur la raison, permettra aux hommes de se conduire dans la vie. Mais voilà, le temps n'est pas venu de faire ça. Tant que ce moment n'est pas venu, vous ne pouvez du jour au lendemain faire par un simple vote de la société actuelle une société solidement assise sur les principes de la raison. Vous ne le pouvez pas, c'est une question de pratique. Oui, c'est une question de pratique. Ce n'est pas entre nous une question de doctrine, puisque du côté de la doctrine, je suis en communion d'idées avec vous. Alors, quand il dit ça, tout le monde comprend, puisque la morale enseignée à l'école primaire ne suffit pas
pour permettre aux hommes de se conduire dans la vie. Ça veut dire que, et puisqu'il ne veut pas supprimer des budgets qui permettent de payer les curés qui font le catéchisme et qui enseignent une autre morale, etc., etc., ça veut dire qu'il pense qu'il faut encore une morale religieuse. Et c'est vrai que quand on lit ce texte de Combes du 26 janvier, spontanément, on a tendance à penser ça. Le 4 février, il dira « Mais non, j'ai été mal compris, je n'ai jamais voulu dire des choses pareilles. Quand je disais qu'il fallait créer un autre enseignement de morale, je ne pensais pas du tout à une morale religieuse. Je pensais à la création d'un enseignement moral post-scolaire pour les enfants qui sont sortis de l'école et qui passeraient par des cours d'adultes, par des universités populaires. » Et il explique qu'il a déjà tenu des discours pour la création d'universités populaires, de cours d'adultes, etc. Quelqu'un à droite crie dans l'hémicycle, c'est un acte de contrition. Alors, qu'est-ce que Combes avait vraiment voulu dire le 26 janvier ? Est-ce que son explication du 4 février est convaincante ? Les deux lectures peuvent se faire. Ce qui est sûr de toute façon, et d'ailleurs Combes l'a rappelé une fois retourné à sa place le 26 janvier. En 1901, lorsqu'on discutait l'article 14 de la loi sur les associations du 1er juillet 1901, Combes, à la tribune, avait dit « Je suis un philosophe spiritualiste, je suis de ces gens qui pensent que l'idée religieuse est indispensable pour la conduite des sociétés humaines, etc. » Donc là, il y a une sorte d'ambiguïté ou de point d'interrogation sur ces propos du 26 janvier et 4 février. Enfin, voilà une des directions possibles, enfin un des points à étudier pour l'enseignement de la morale à l'école. Il faut que cet enseignement serve à bâtir une société humaine. Alors, troisième point, est-ce que dans cette société humaine, coupée de ses racines religieuses ou d'un escalier vers le ciel, je ne sais pas s'il faut regarder vers le haut ou vers le bas, est-ce que malgré tout, il y a une place possible pour la religion? Alors là, suivant les hommes du groupe auquel j'ai affaire, les réponses vont être assez différentes en fonction des croyances personnelles et des sensibilités, de la sensibilité personnelle de chacun. Alors, et du degré d'anticléricalisme de chacun, mais aussi de la manière de concevoir et de vivre son anticléricalisme. Parce qu'il n'y a pas un anticléricalisme, il y a des anticléricalismes aux formes très variées. Alors, j'ouvre ici une parenthèse pour dire, on entend souvent actuellement des militants laïcs dire la laïcité n'est pas anticléricale, elle n'est pas antireligieuse. Antireligieuse, laissons de côté. Dire que la laïcité n'est pas anticléricale est une absurdité. L'anticléricalisme se définit contre le cléricalisme. Le cléricalisme, c'est la prétention ou la volonté ou ce que vous voulez d'un pouvoir spirituel à s'immiscer dans la vie de la société et à déterminer les règles de la vie en société. Donc une laïcité qui ne serait pas anticléricale n'a aucun sens. La laïcité, elle est faite pour lutter contre toutes les formes du cléricalisme. Donc une laïcité qui ne serait pas anticléricale, c'est absurde. Simplement, il faut distinguer l'anticléricalisme institutionnel, faire une école laïque, séparer les églises de l'État, etc., de l'anticléricalisme bête et méchant, qui consiste à faire croix quand on croise un curé, ou manger du saucisson le vendredi saint. Alors effectivement, la laïcité n'est pas anticléricale dans ce sens-là, mais elle est forcément anticléricale au premier sens du terme, lutter contre le cléricalisme. Bien, alors je ferme cette parenthèse et voyons voir, pour ces gens qui ont joué un rôle dans l'organisation de l'école, dans le devenir de l'école, comment ils se positionnaient par rapport à cette question, la religion a-t-elle sa place dans la société? Alors, voyons Paul Bert. Paul Bert écrit le 4 décembre 1880. Il dit qu'il ne veut plus, effectivement, on ne veut plus d'un instituteur dépendant de l'Église, mais on va voir la suite de son discours. Nous ne voulons plus l'instituteur dépendant de l'Église, mais l'instituteur libre dans son école. En même temps, nous laissons le prêtre libre dans l'Église. Donc,
il y a bien une place pour la religion, puisque le prêtre, il peut déployer son activité librement dans l'Église. À l'un, nous attribuons la science, ce qui se démontre. À l'autre, nous donnons plein pouvoir dans le domaine de la foi, de ce qui se croit. À l'un, le domaine de ce que l'on comprend avec les seules lumières de la raison. À l'autre, celui dans lequel il faut faire intervenir la lumière de la grâce. À tous deux, la protection, le respect, la liberté. De cette manière, nous séparons ces deux domaines, nous laissons chacun libre, nous évitons les conflits et nous assurons la paix publique. Donc, vous voyez qu'il y a bien une place pour la religion, mais dans deux sphères totalement séparées et jouissant d'une même liberté. Mais vous voyez bien que quand on lit à l'un le domaine de ce qui se comprend avec les lumières de la raison, à l'autre la grâce, on voit bien que le regard jeté par Paul Bert n'est pas également respectueux et sympathique. Bien évidemment, pour Paul Bert, c'est ce qui joue du côté de la raison qui est dominant. Et ça sera plus explicite dans sa conférence de 1881, où il dit que grâce à la morale laïque, on préparera à l'école des esprits fermes sur lesquels les superstitions glisseront, et qui laisseront passer les sorciers, de quelque nom qu'ils soient. Vu ce qui précède cette phrase qui se trouve dans la conclusion, je peux vous dire que les curés peuvent se retrouver, enfin les prêtres de l'Église catholique, mais également les pasteurs, les rabbins, etc., peuvent se retrouver dans l'expression « les sorciers » de quelque nom qu'ils soient, sans s'inquiéter d'eux. Et comme Paul Bert, donc je vous ai dit, il était physiologiste, mais avant il s'est également beaucoup occupé de sciences naturelles, notamment de botanique d'ailleurs, et il a publié un certain nombre d'ouvrages scolaires à destination des écoles primaires. Outre ces ouvrages scientifiques, ma première année de sciences naturelles, ma deuxième année de sciences naturelles, il a également rédigé un livre d'instruction civique, qui d'ailleurs a été mis à l'index par Rome. Alors, dans sa première année de sciences naturelles, qui est précédée d'un avant-propos publié en 1882, l'avant-propos est daté de 1881, il explique que les sciences naturelles donnent l'habitude, en citation, de voir juste et de tout voir. Elles habituent ainsi à ne rien croire, sans que la preuve en suive immédiatement l'affirmation. Donc là, il y a bien quelque chose, un propos hostile à la religion, et il explique que l'idée de la toute-puissance des lois naturelles, de la régularité et de l'harmonie des phénomènes, de la continuité évolutive dans les faits, ressort, sans qu'il soit besoin de le dire, de l'étude des sciences naturelles et physiques, et s'empare de l'esprit. Plus de sorcellerie, plus de superstition niaise, et cela sans la moindre polémique. Donc tout ce qui relève du religieux est assimilé à la sorcellerie, à la superstition niaise, et dans l'avant-propos d'un autre ouvrage scolaire, il dira d'ailleurs que les sciences, que grâce aux sciences, il n'y a plus de miracle. Le miracle n'est plus est rejeté, et il qualifie le miracle de coup d'État dans la nature. Alors, du côté de Jules Ferry, la chose est assez intéressante, parce que pour ce qui a trait à la place de la religion dans la société, parce que Jules Ferry, qui était un monsieur assez digne et assez compassé, qui était d'origine catholique, marié à une femme d'origine protestante et assez proche des milieux protestants. Bon, puis il avait ce côté un peu solennel, enfin vous voyez bien les portraits de Ferry, est souvent crédité par les historiens d'une attitude respectueuse de la religion. Moi, il me semble que ce respect est plus purement extérieur et qu'il est dicté par des considérations de politique et par des considérations pragmatiques. Ne pas mécontenter une partie de la population et donc d'électorat, et que intérieurement il n'a pas du tout ce même respect, mais que par ailleurs il est un petit peu désabusé de la manière dont ses contemporains se conduisent. Alors, pour appuyer mes dires, je me réfère à deux propos privés de Jules Ferry. Il y en a un
qui est souvent cité, bon, qui avait été cité notamment par Jean-Marie Mayer et qui depuis a été souvent recopié, où Jules Ferry écrit qu'il appartient à un peuple qui fait des reposoirs, qui tient à la République, mais qui ne tient pas moins à ses processions. Et donc on dit ici, Jules Ferry est très proche d'Émile Littré et du catholisme selon le suffrage universel. Le peuple français est catholique, mais il n'est pas clérical, il n'a pas envie que le curé se mêle de ses affaires, et quand en tant que citoyen il vote républicain, et quand il est à l'église, bon, il obéit à son curé, mais il ne faut pas que le curé vienne se mêler des affaires politiques. Donc on s'appuie sur cette phrase. Or, ce propos figure dans une lettre écrite à sa femme en 1877. Il est en train de faire un... Il a beaucoup voyagé, Jules Ferry, pour porter la bonne parole républicaine, et il arrive dans je ne sais plus quelle ville, le jour de la fête Dieu, où on est en train de faire des reposoirs. Donc, il écrit cette phrase, donc, un peuple qui fait des reposoirs, qui tient la République, patati patata. Mais voici si on prend le passage complet, c'est vraiment pas plein de respect pour la religion, voici le passage complet. Moi, damné authentique, qui ai débuté dans les faits de Dieu et fini par scandaliser les âmes pieuses, je suis l'élu d'un peuple qui fait des reposoirs, qui tient à la République, mais qui ne tient pas moins à ses processions, point d'exclamation. Je ne verrai pas celle-ci. Je renonce aux enfants de cœur, jetant les roses à pleine main, aux séminaristes lavés, rasés et tuyautés. Je ne sais pas ce que signifie tuyauter ici. Aux dais, aux étoiles, à l'idole en forme de soleil d'or qu'escortent les marguilliers. L'idole en forme de soleil d'or, c'est l'ostensoir avec l'hostie à l'intérieur. Alors dire sur la base de cela que Jules Ferry est très respectueux de la religion, je demande à voir. Il continue après, il parle des votes qui grouillent, qui papotent, qui ceci, qui cela. Bref, c'est un texte très drôle mais parfaitement impertinent et qui, à mon avis, ne doit surtout pas servir à fonder une idée du respect de Jules Ferry pour le catholicisme. Alors, le deuxième propos auquel je faisais allusion tout à l'heure figure dans une lettre du 22 juin 1887, lettre écrite par Jules Ferry, le soir de l'enterrement d'un de ses amis, un médecin qui s'appelait Henri Liouville, et qui a reçu des obsèques religieuses. À une époque où pourtant les enterrements civils, n'étaient pas encore très nombreux, mais n'avaient plus le parfum de scandale absolu qu'il pouvait avoir, par exemple, sous le second Tempire. Donc, il écrit ceci. La cérémonie a duré 4 ou 5 heures, car on a été à l'église avant de monter à Montmartre. Je songeais, en suivant ce cortège, au badaud qui préconise la séparation de l'église et de l'État, un républicain, un libre penseur, un matérialiste notoire qui ne peut se passer de prière catholique. Il y a là de quoi rendre le prêtre bien fier, et nous, plus modestes. C'est assez intéressant comme... Mais par ailleurs, il écrit, donc là ça a l'air de dire, vous voyez, on ne peut pas faire la séparation maintenant, parce que même dans les milieux libre-penseurs et matérialistes, on passe encore par des cérémonies catholiques. Mais dans sa lettre aux instituteurs, donc 1883, on relève ce passage. On a osé prétendre, alors c'est pas ici, c'est nous républicains, nous osons, nous avons l'audace de croire. On a osé prétendre pour vous, instituteurs, enfants instruits par les instituteurs, que d'ici à quelques générations, donc 2, 3, 4 générations, on ne sait pas, les habitudes et les idées des populations au milieu desquelles vous aurez exercé attestent les bons effets de vos leçons de morale, donc d'une morale purement laïque. Et effectivement, pour ma part, je suis absolument persuadée que si, d'une part, la loi de 1901, avec son titre 3 contre les congrégations, qui ont été suivies d'élections législatives où les républicains, radicaux et socialistes l'ont emporté. Si la séparation 1905 avec les élections législatives de 1906, là encore, triomphe des radicaux et des socialistes. Si, alors que les catholiques espéraient qu'après la loi de 1901, qu'après la loi de 1905,
la population catholique marquerait son désaccord et ne enverrait plus de députés de droite. Or, ça a été la loi de 1901, la loi de 1905, sans compter celle de juillet 1904, sont parfaitement cautionnées par les élections législatives. Et à mon sens, la Ferry, il avait vu juste, il a gagné. Je pense que c'est grâce à l'école laïque et au fait que les enfants ont été habitués depuis 1882 de voir la religion à part, que les lois de 1901 et surtout celles de 1905 ont pu être acceptées très facilement. Et là, on en arrive à la phrase qui sert de titre à Juliette Grange, « Organiser l'humanité sans Dieu et sans roi ». Ça, c'est ce que Jules Ferry a répondu, c'est Jean Jaurès qui rappelle ça, qui raconte ça dans son avant-propos à ses discours parlementaires. Il explique que donc pendant son premier mandat, il interroge Ferry, lui dit « Citoyen Ferry, mais exactement quel est votre but ?» Et Ferry lui répond « Organiser l'humanité sans Dieu ni roi ». J'ai encore un peu de temps là, il faut que j'arrête. Bon, alors pour la nouvelle spiritualité, on verra plus tard. Peut-être. D'accord. Voilà. Bon, ben écoutez, si vous me posez des questions, je répondrai par la nouvelle spiritualité. Et là, il y aurait des choses intéressantes à dire à partir. Bon, alors, conclure. Bon, je peux peut-être. Bon, alors, je peux peut-être vous dire rapidement, mais là, à ce moment-là, je vais me centrer sur Buisson et sur Jaurès autour de cette nouvelle spiritualité, parce que. Tout dépend de bon, bah alors, à ce moment-là, on verra après. Peut-être que c'est parfait. Bon, bah alors, simplement, ce que je vais dire, alors à ce moment-là, je vais prendre ce qui aurait été ma vraie conclusion, à savoir que les questions que tout le monde se pose actuellement autour de l'école, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour restaurer les valeurs républicaines à l'école? Puis on parle de restaurer l'éducation civique et morale, etc., etc. C'est quelque chose qui paraît difficile, mais ça paraissait déjà très difficile dans les années 1880. Et bon, là j'avais fait, il y avait eu, je ne sais plus quand d'ailleurs, je ne sais plus en quelle année c'était, 1998, l'Union rationaliste avait organisé une journée d'études sur la morale contre l'ordre moral. Pour ma part, j'avais présenté une communication qui s'appelait « Libérer la morale », qui était essentiellement autour des considérations de libres penseurs et de francs-maçons, mais avoir des discours sur la morale républicaine, la morale laïque, c'est vraiment très bien. Le problème, c'était de savoir comment la présenter aux enfants et sur la base de quoi. Et la rédaction d'ouvrages de morale présentait des difficultés. Bon, il y avait je pense que des enquêtes complètes, moi je ne l'ai pas fait, je pense que des enquêtes très complètes ont été faites, je ne sais pas, peut-être par Anne Histoire-Lamar ou par Pierre Kahn ou d'autres, sur tous ces livres d'éducation civique et morale de l'époque. Mais là, par exemple, en 1889, et puis je vais terminer là-dessus, fut lancée une enquête sur l'état de l'éducation morale dans les écoles primaires. Il y a eu 558 rapports, c'est quand même un nombre important. Et ces rapports ont été analysés par le doyen de la faculté de théologie protestante de Paris, qui s'appelait Lichtenberger. Et il disait que c'était un échec. L'enseignement moral et civique ne plaisait pas aux instituteurs, ils ne savaient pas comment le mener, ils ne savaient pas comment le rendre original et attrayant, donc beaucoup préféraient s'abstenir. Alors on se demande si la phrase écrite au tableau apprise par cœur c'est une légende, ou est-ce qu'il n'y avait pas des écoles où c'était totalement squeezé, ce qu'a l'air de dire ce rapport, et d'autres tout à fait en difficulté avec l'enseignement moral, laissait tomber tout ce qui était de l'ordre de l'enseignement moral et ne se consacrait qu'à l'éducation civique. Qu'est-ce qu'un canton, qu'est-ce qu'une commune, etc., etc. Pour le coup, ça risque pas d'être attrayant, et voilà. Donc, voilà, c'est quelque chose... et je termine sur une anecdote. Bon, comme je le disais, là, on en parlait avec... plusieurs personnes qui ont eu le même parcours que moi. J'ai été pendant 12 ans professeur dans une école normale d'instituteurs à Melun, de 73 à 85. Et à un certain moment, j'ai remarqué, je ne sais pas si c'est votre cas à vous, j'avais remarqué que aux alentours de 80, quelque chose comme ça, qu'il fallait que les instituteurs ferment les salles de classe, parce qu'autrement, des enfants rentraient dans la récréation et volaient.
Il y avait des vols dans les écoles. Moi-même, je me suis fait soutirer 50 francs un jour où j'allais visiter un normalien dans une école par un enfant de CM2. Bon, puis j'observais un certain nombre de choses. Donc j'avais proposé pour des instituteurs qui étaient en formation permanente, à l'époque on disait les instituteurs hors cyclage, des formulations étonnantes, et je leur avais dit, mais il faudrait rétablir l'éducation morale à l'école, parce que si, mais je m'étais fait jeter. Ils auraient pu me flanquer par la fenêtre, qu'ils l'auraient fait. Et je me souviens très bien d'une institutrice d'ailleurs, me disant, je n'enseignerai jamais à des enfants qu'il ne faut pas voler. C'est l'exemple qu'elle avait pris. Bon, je n'enseignerai jamais à des enfants qu'il ne faut pas voler quand à côté des caisses de supermarché, tous les produits sont étalés là pour les tenter. Il y a toujours eu des choses très intéressantes autour de l'enseignement de la morale à l'époque. Je vous cède la place.